Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le retour de Blaise Compaoré suscite de nombreuses critiques au Burkina Faso, concernant notamment sa condamnation par contumace pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Ce vendredi, Blaise Compaoré a participé à une réunion censée accélérer la réconciliation nationale, mais 3 autres anciens chefs d'État ont brillé par leur absence. C'est une tragédie pour le Japon et tous ceux qui l'ont connu. Déclaration du président américain après l'assassinat de Shinzo Abe, ancien premier ministre japonais. Une nouvelle qui choque la planète. Choque également en Afrique à l'annonce ce vendredi en Espagne de la mort de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Et puis, comme il est de coutume, chaque vendredi, Roger Moutou sera là, fidèle au rendez-vous pour Culture Hebdo. Il nous parlera notamment de Fabregas qui vient d'achever sa tournée américaine. Retour controversé de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré dans son pays natal à l'invitation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouvel homme fort du Burkina, auteur d'un coup d'État en janvier qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Monsieur Compaoré devait participer ce vendredi à une réunion pour accélérer la réconciliation nationale face aux attaques djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 2015 et se sont multipliées ces derniers mois. Un retour pour la réconciliation qui, cependant, ne fait pas l'unanimité, nous dit Harzouma Compaoré. Chassé par une insurrection populaire, l'ex-président Blaise Compaoré, 71 ans, a foulé le sol de son pays hier jeudi depuis qu'il a été contraint de s'exiler en Côte d'Ivoire en octobre 2014 après de violentes émeutes populaires qui avaient éclaté contre sa volonté de rester au pouvoir après 27 ans de règne. Un retour salué par de nombreux sympathisants. On est content, on est très heureux de son retour. Parce qu'il a régné pendant 27 ans, on était en paix. Parce que le problème, ce n'est pas l'arrivée même du président, le problème. C'est le premier pas de la réconciliation qui nous plaît. Pour Eddy Komboigo, président de l'ancien parti de Blaise Compaoré, sa présence est à saluer. Il a été médiateur, facilitateur dans la sous-région en temps de paix ou en temps de guerre dans la sous-région. Il connaît d'une manière ou d'une autre des stratégies pour contrer les groupes armés terroristes. Mais tout n'est pas aussi simple. Ce retour suscite de nombreuses critiques, notamment concernant la condamnation par contumace le 6 avril dernier de M. Compaoré pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors d'un coup d'État qu'il avait porté au pouvoir en 1987. La loi voudrait que le condamné par contumace, dès lors qu'il se présente, eh bien, il est déféré purement et simplement à la justice. Vendredi dans la journée, alors qu'il était attendu à la réunion organisée par le pouvoir avec d'autres anciens chefs d'État, dont Blaise Compaoré, Roch-Marc Christian Kaboré, président renversé en janvier par un putsch, n'a pas quitté son domicile. Des dizaines de manifestants s'y étaient rassemblés pour l'empêcher de participer à la rencontre. Je pense que ce qui nous a été opposé comme difficulté, c'était les questions judiciaires. Et de ce point de vue, vous avez vu toute la polémique qui a enflé. Le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a pour sa part déclaré que le sommet des ex-présidents qu'il avait organisé visait à assurer au Burkina Faso la paix et la cohésion plutôt que l'impunité. Le processus n'est pas fait pour consacrer l'impunité, mais pour contribuer à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Nous les appelons à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération politique ou partisane.
Outre Blaise Compaoré et Roch-Marc Christian Kaboré ont également été invités Jean-Baptiste Ouédraogo, Isaac Zida, actuellement en exil au Canada, et Michel Kafando. Au pouvoir depuis un putsch le 24 janvier, M. Damiba a souhaité réunir tous les anciens présidents du pays encore en vie afin d'accélérer la réconciliation nationale et trouver une solution pour endiguer la violence djihadiste qui frappe le Burkina Faso depuis 2015. Pour une analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite Paul Miki Rwamba, journaliste et éditorialiste à Omega Media. Vous êtes à Ouagadougou. Paul Miki Rwamba, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, une réunion organisée par le pouvoir a eu lieu, on le disait ce vendredi à Ouagadougou. 3 chefs d'État absents, 2 présents, dont Blaise Compaoré. Est-ce qu'on peut parler d'échec ? Oui, malheureusement, on peut parler d'échec parce que si l'on considère les objectifs de départ de cette rencontre et qui était justement de réunir autour du président Damiba tous les anciens chefs d'État encore en vie, parce qu'il y a un communiqué quand même de la présidente du Faso et qui avait dit effectivement que tous les anciens chefs d'État étaient conviés à cette rencontre et qu'à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'anciens chefs d'État qui manquent à l'appel. On pourra donc parler d'échec parce que l'objectif ici, c'était de réunir tous les anciens chefs d'État. Maintenant, de l'autre côté également, on peut dire que c'était un objectif qui est atteint, oui. Oui, allons-y. Est-ce que ce retour, bien que temporaire, de Blaise Compaoré n'affaiblit pas la justice en tant qu'institution, même si elle est militaire et que ce sont les militaires qui dirigent le pays? Blaise Compaoré a quand même été condamné dans l'affaire Sankara, non? Oui, et effectivement, ce retour donc au pays de l'ancien président Blaise Compaoré sans être arrêté par la justice, et cela a suscité des vives critiques à l'endroit de la justice burkinabé, parce que beaucoup de citoyens ne comprennent pas pourquoi l'ancien président n'a pas été arrêté, et étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Cela a obligé d'ailleurs les magistrats à s'expliquer, étant donné que c'est le tribunal militaire qui connaît le dossier de l'ancien président Thomas Sankara. Donc beaucoup de questions se posent effectivement sur le droit, sur la justice burkinabé. Donc je pense que c'est un coup dur aujourd'hui au niveau donc de la justice, parce que les autres personnes qui ont été condamnées dans le même dossier sont actuellement en train de purger leur peine et on ne comprend pas pourquoi l'ancien président Blaise Compaoré, au lieu de se retrouver en prison, on lui a déroulé donc le tapis rouge au palais présidentiel de Ouagadougou. Alors, on parle donc de réconciliation. Pour autant, l'instabilité continue. L'armée semble pour l'heure ne pas être en mesure de répondre avec efficacité aux attentes des populations. D'où viendra la solution selon vous? Très rapidement, si vous pouvez. Oui, je pense que la solution devrait venir justement à une certaine unité de l'ensemble des Burkinabés contre cette question terroriste. Il faut également renforcer la capacité opérationnelle de l'armée parce que ces derniers temps, on a vu effectivement qu'il y a des combats qui ont été menés par l'armée burkinabé, des résultats ont été obtenus, mais on s'étonne aussi du nombre de djihadistes de plus en plus nombreux qui attaquent différentes régions du Burkina Faso. Donc, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut une cohésion nationale autour de cette lutte contre le terrorisme dans notre pays. Et puis, il faut accompagner l'armée comme il se doit afin que les terroristes soient efficacement combattus. Voilà Paul Miki Rwamba, journaliste et éditorialiste à Omega Media. Je vous remercie pour votre disponibilité. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé ce vendredi à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il était hospitalisé depuis un arrêt cardiaque le 23 juin. Son placement en soins intensifs révélé par la presse a mis au jour des tensions au sein de la famille, notamment entre l'épouse de Dos Santos, Ana Paula, et au moins une de ses filles, Chizé Dos Santos. Cette dernière a porté plainte début juillet à Barcelone. À Barcelone, donc, est demandé qu'une enquête soit ouverte pour, entre autres, tentatives d'homicide présumé et non-assistance à personne en danger. Le gouvernement angolais a annoncé la mort de l'ancien président dans un court message publié sur sa page Facebook en faisant part de sa grande douleur et de sa consternation. José Eduardo Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans, de 1979 à 2017. Un deuil national de 5 jours a été décidé à partir de samedi pour honorer sa mémoire.
Tristesse également en RDC où 13 civils ont été tués et un centre de santé a été incendié par des présumés rebelles ADF dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'est du pays. Au centre de santé de Loumé, dans le territoire de Béni, 4 malades sont morts et calcinés hors de l'incursion attribuée donc aux forces démocratiques alliées. Les autres victimes sont 3 enfants qui ont péri lorsque leur maison a été incendiée, 2 jeunes tués par balle et 4 autres personnes qui se trouvaient sur le chemin des assaillants, a déclaré Kasereka Issé Mikambo, bourgmestre de la commune de Loumé. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé vendredi à l'hôpital des suites d'une attaque par balle dont il a été victime en plein rassemblement électoral à Nara dans l'ouest du Japon. Son décès a suscité une vive émotion au Japon et à l'étranger. Les précisions avec Dili Diko. L'ancien chef de l'exécutif japonais, Shinzo Abe, prononçait un discours en fin de matinée près d'une gare à Nara lors d'un rassemblement de campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche, lorsque des coups de feu ont été entendus. À l'annonce de l'attaque, son épouse Aki Abe s'est empressée à son chevet, se rendant dans la ville de Nara. Selon le docteur Fukushima, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital universitaire de Nara, M. Abe est arrivé à l'hôpital en arrêt cardio-respiratoire, un terme indiquant l'absence de signes de vie. Il a donné des précisions sur les blessures de Shinzo Abe. Notre hôpital a tenté de le réanimer. Cependant, il est malheureusement décédé à 17h03, 8h03 GMT. Lorsqu'il est arrivé, il avait 2 blessures par balle dans le cou. Il ne montrait aucun signe de vie, probablement à cause des dommages causés à ses principaux vaisseaux sanguins et à son cœur. Nous avons procédé à une transfusion sanguine et essayé d'arrêter l'hémorragie, mais il n'a malheureusement pas survécu. Lors d'un point presse, ému, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est prononcé sur cet acte qui a visé son ancien mentor politique. C'est un acte barbare en pleine campagne électorale qui est la base de la démocratie et c'est absolument impardonnable. Je le condamne avec les mots les plus sévères. Au Japon, la stupeur est grande. Choqués, les habitants n'arrivent pas à y croire. Dans le monde, les réactions et les hommages affluent. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a salué la mémoire d'Abe qu'il a qualifié de grand visionnaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que c'est un moment très très triste. À Moscou, le président Vladimir Poutine a déploré une perte irréparable. À Bruxelles, les chefs de l'Union européenne ont dénoncé le meurtre brutal d'un grand démocrate et l'ONU a observé une minute de silence en hommage à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont multiplié les pressions sur la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine. C'était ce vendredi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 sur l'île indonésienne de Bali, à laquelle a assisté Sergueï Lavrov. L'Indonésie avait, dès l'ouverture, appelé à la fin du conflit, soulignant ses graves conséquences dans le monde entier. Sergueï Lavrov a, de son côté, dénoncé l'approche des pays occidentaux d'utiliser l'arène du G20 pour autre chose qu'un forum discutant des grands problèmes mondiaux. Et selon la diplomatie russe, les pays occidentaux ont échoué à imposer un boycott de la Russie à cette réunion du G20 en Indonésie. Joe Biden, très critiqué dans son propre camp pour sa défense jugée timorée du droit à l'avortement, a pris vendredi une série de mesures réglementées pour, entre autres, protéger la confidentialité sur Internet des femmes souhaitant interrompre une grossesse. Selon la Maison-Blanche, le président américain souhaite protéger les informations de santé sensibles et combattre la surveillance numérique liée à l'avortement.
Le texte, dont la portée reste limitée face aux États américains ayant décidé d'interdire l'avortement, prévoit aussi, entre autres, de protéger les cliniques mobiles pratiquant l'IVG aux frontières de ces États, de garantir l'accès à la contraception et aux pilules abortives et d'organiser un réseau d'avocats bénévoles. Le président Joe Biden devrait faire pression pour une intégration plus profonde d'Israël dans la région et exhorter les pays du Golfe à pomper plus de pétrole pour atténuer la pression sur le marché mondial de l'énergie. Les observateurs examineront comment Biden équilibre les intérêts américains avec les valeurs américaines sur les droits de l'homme, à la lumière des meurtres des journalistes Jamal Khashoggi et Shireen Abu Akleh. Le chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakwazura, nous en dit davantage. C'est un récit de Ginny Niwa. Le président Joe Biden débutera son voyage au Moyen-Orient par une visite de la base aérienne de Palmakim qui abrite les systèmes de défense aérienne israéliens. Son administration œuvre à approfondir les liens de sécurité entre Israël et ses voisins arabes, y compris l'intégration de leur système de défense aérienne pour contrer la menace iranienne. Bilatéralement, nous discutons avec les pays de la région des capacités de défense aérienne en particulier et de ce que nous pouvons faire pour aider à leur défense, puis nous explorons l'idée de pouvoir intégrer en quelque sorte toutes ces défenses aériennes ensemble. Une tâche d'autant plus difficile que les Israéliens sont désormais sous un gouvernement intérimaire. De Tel Aviv, Biden s'envolera directement pour Jeddah, une première pour un président américain. C'est un autre signe des Saoudiens qui ont refusé de reconnaître Israël en raison de son occupation des territoires palestiniens. Les Saoudiens ont fait des concessions et ont même traité avec les Israéliens à huis clos. Et donc, si rendre cela public est le message que l'administration Biden aimerait envoyer, que c'est désormais possible, que des progrès ont été réalisés, oui. Mais n'allons pas trop loin en disant que c'est le premier pas vers la normalisation. À Jeddah, Biden rencontrera les dirigeants des États du Golfe ainsi que l'Égypte, l'Irak et la Jordanie pour leur offrir des garanties de sécurité tout en leur demandant d'augmenter le partage des charges à un moment où Washington se concentre sur la guerre en Ukraine et la menace chinoise. Il doit équilibrer les intérêts stratégiques de travailler avec des régimes autoritaires et des valeurs américaines comme les droits de l'homme. Il est important pour l'Amérique de continuer à augmenter de différentes manières, en partie à cause de cette concurrence avec la Chine et la Russie. Certes, Poutine et Chine n'évoquent pas les cas de militantes de droits des femmes en Arabie Saoudite. Ce n'est pas une priorité pour eux. Et je pense que, puisque l'Amérique est toujours le partenaire favori en matière de sécurité, nous avons un certain moyen de pression que nous pourrions utiliser pour avoir une conversation constructive. Pourtant, des militants ont critiqué les projets de Biden de rencontrer le roi Salman et le prince héritier Mohammed Ben Salman et de rétablir les liens avec l'Arabie saoudite, un pays qu'il qualifiait autrefois de paria. Parmi eux, la fiancée de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné avec l'aval du prince. Lorsque Biden rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie pour réaffirmer son soutien à la solution à deux États, les observateurs examineront également comment il traite le cas de la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh, qui, selon des experts américains, est probablement décédée d'une balle israélienne. Un mot de sport pour signaler que Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés en Suisse après plus de 6 ans d'enquête et 2 semaines de procès pour escroquerie. Ces anciens dirigeants du football mondial n'ont pas été reconnus coupables. Cette affaire a brisé les ambitions de Michel Platini, ex-président de l'UEFA, pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial. Il dit ne pas être surpris, mais ne compte rien lâcher. Sepp Blatter, 86 ans, et Michel Platini, 67 ans, ont comparu en juin devant le tribunal de Bellinzone, dans le sud-est de la Suisse, pour avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs.
L'information vous revient dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. À quelques jours de la fête de l'Eid, communément appelée Tabaski au Sénégal, les éleveurs affichent leur inquiétude face à la conjoncture qui retient les clients, mais aussi au prix des aliments de bétail qui les oblige à vendre leurs moutons à des prix souvent hors de portée. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagé, les images sont de Serine Saliou Démé. Ils sont choyés, pomponnés et entretenus comme des princes. Ces béliers, stars du moment, attendent encore les clients qui oseront se frotter à leurs cornes. Le prix de ces moutons a connu une très forte hausse cette année et les causes sont multiples. Les charges qui nous incombent sont très dures. Des fois, c'est difficile de tout régler pour l'englos. Je te donne l'exemple de l'eau. Nous achetons le tonneau à 1000 francs et nous avons besoin de près de 10 tonneaux par jour. C'est plus que la facture de certaines maisons. Le sac de foin nous revient à 6 000 francs. Le sac d'aliments coûte 8 000 francs, sans compter le transport du cheptel. Avec tout cela, le prix du mouton ne peut qu'augmenter. Des circonstances qui font qu'il est difficile pour les pères de famille de se procurer un mouton qui réponde à leurs attentes. Actuellement, on a 200 000 pour Beghar. Là, j'ai 200 000 francs avec moi, mais je n'arrive pas à avoir un bélier. Les moutons que l'on me propose sont très petits, alors que l'année dernière, avec cette somme, j'avais réussi à avoir un beau bélier. L'arrivée de plus de 5 000 moutons en provenance du Mali est une bouffée d'air pour les clients. Tout le contraire chez les vendeurs qui sont obligés de se rabattre sur leurs fidèles acheteurs. Nous avons des clients qui nous font confiance et qui viennent chaque année chez nous pour avoir un mouton. Ces clients peuvent débourser une très forte somme sans marchander pour un bélier. Et cette somme nous aide à combler les pertes pour les autres ventes. Si certains moutons sont déjà vendus et embarqués, d'autres montrent leurs atouts pour attirer les clients. Des clients qui, eux, marchandent à fond les prix pour économiser afin de compléter les condiments qui doivent accompagner le bélier de la Tabaski. Sedina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Merci Sedina. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire dont avec Roger Mountou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va? Ah, ça va très bien. La star du Parrain et de Misery, James Caan, n'est plus. Une mauvaise nouvelle, John. Un grand du cinéma américain. Il avait incarné l'un des fils Corleone dans le mythique Parrain et un écrivain séquestré dans l'angoissant Misery. L'acteur américain James Caan est mort à 82 ans après une longue carrière où il a joué pour les plus grands réalisateurs. Né à New York, dans le quartier du Bronx en 1940, au sein d'une famille de juifs immigrés d'Allemagne, James Caan avait démarré sa carrière par de petits rôles à Hollywood dans les années 60, notamment dans Irma la douce de Billy Wilder en 1963 ou Les gens de la pluie de Francis Ford Coppola en 1969. 3 ans plus tard, le grand réalisateur américain va lui donner l'un de ses rôles les plus célèbres dans le premier volet de la trilogie Le Parrain, saga épique sur la mafia italo
italo-américaine qui a marqué l'histoire du cinéma et célèbre cette année ses 50 ans, John. Ça me rappelle Yakou le parrain. Exactement. Voilà. Alors, parlons d'autre chose. Vous avez reçu l'artiste Fabregas, un ancien des Wenge Musica Maison Mère. Maison Mère, exactement. Oui, on l'appelle bien le métis noir, comme il aime bien d'ailleurs s'appeler. Il vient de finir une tournée américaine. John, vous l'avez dit aussi. Hein, il est passé à Washington pour nous en parler. Suivons un petit bout. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et heureux même, on va le dire comme ça. Souvent j'ai l'habitude de passer sur la voie de l'Amérique au téléphone, sur ma mon téléphone. Et aujourd'hui je le réalise. Ouais. En live, c'est quelque chose que je rêvais de toute ma vie. Je suis venu ici pour une tournée américaine. Une tournée américaine que je finirai le 9 à Kentucky. J'ai fait quoi? 14 dates. Il me reste qu'une seule date à Kentucky ici. C'était très bien, j'étais venu pour ma tournée. En tout cas, je remercie beaucoup les gens qui ont été avec moi au long de ma tournée. C'était très difficile, mais avec eux, on a réussi. Je remercie mes fans de partout dans le monde. Et je remercie le promoteur de tous les événements qu'on a eu à faire. Je les remercie infiniment. Et je remercie Dieu en premier, on va dire. Et merci à tous les amis qui m'ont aidé à réaliser cette tournée. Honoré Mvoula, l'homme des modules. El L'intégralité de cette interview sur notre site voafrique.com. John, vous voyez déjà en train de danser. Hein. Effectivement, merci Roger, bon week-end. Je ne sais pas où vous passez vos vacances. À Bruxelles en tout cas. Mais je vous invite donc avant de refermer ce journal, donc parlons de destinations de vacances et peut-être que celle-ci vous intéresse. En tout cas, les visiteurs étrangers affluent à nouveau vers les îles et les monuments anciens de la Grèce, ce qui suscite des espoirs pour son industrie touristique vitale après 2 années de turbulences, bien que l'impact de l'influence élevée signifie que le retour à la normale peut encore être loin. Le tourisme grec a connu la pire année de son histoire en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a décimé les voyages dans le monde. Cette année, malgré l'aggravation de la crise mondiale, du coût de la vie et de la présence continue du virus, les responsables s'attendent à ce que le secteur rapporte 80% des 18 milliards de dollars de recettes records générées en 2019 donc. Le tourisme représente un cinquième de l'économie et un emploi sur 5. Le secteur a commencé à se redresser l'année dernière et devrait continuer à croître au cours des 2 prochaines années, selon la Banque centrale grecque. Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.